Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour à notre invité, je disais une légende, un monument. Comment vous présentez, Pierre Lescure? Vous faites partie de notre paysage audiovisuel depuis fort longtemps. Vous avez été le patron de Canal+ pendant près de 20 ans, président du Festival de Cannes. Vous avez dirigé les studios Universal à Los Angeles. Combien de temps ça a duré, ça? J'ai fait 4 ans Universal. 4 ans. Ouais. Avant d'être viré de tout, de Canal et d'Universal. Mais patron de l'info à France Télévisions, à France 2. Oui. Avant Canal, oui. Les enfants du rock. Longue carrière de journaliste. Vous avez commencé comme ça d'ailleurs. On vous retrouve sur France 5. Vous êtes chroniqueur dans C'est à vous. Et aujourd'hui, c'est Monsieur l'ambassadeur que nous recevons, puisque vous êtes devenu l'ambassadeur des studios de Paris. Ce sont des studios de production qui étaient ceux de Luc Besson. Et vous allez nous raconter cette nouvelle aventure. Et puis, il y a évidemment toujours votre passion pour le cinéma avec cette magnifique émission Beau Geste. Merci. La prochaine, ce sera le 2 novembre. 2 novembre. On recommence la nouvelle saison. En fait, on démarre un peu décalé par rapport aux autres émissions, parce que, comme vous le savez, les budgets de France Télévisions ont été réduits. Et nous, on a fait le choix de faire un peu moins d'émissions, mais de garder le même budget de prod pour que la qualité qu'on essaie d'appliquer à tout ça demeure. C'est compliqué de faire une émission de cinéma. On a l'impression que les autres chaînes ne s'y frottent plus, alors qu'il y a eu tellement de magazines incroyables. C'est compliqué parce que ça coûte pas bon marché. Si on veut que ça vous parle de cinéma, c'est pas seulement des vedettes ou des réalisateurs, des auteurs qui viennent parler. Il faut que l'image soit une image qui vous donne envie d'aller à l'écran. Donc, par exemple, quand je tourne Isabelle Huppert ou Pierre Richard, on est sur une péniche avec Pierre et on a 3 caméras et on essaie qu'au montage, ce soit un montage cinéma. Donc, c'est vrai que pour les autres chaînes, il y a quelquefois la réticence de dire ça va coûter un peu cher. Je trouve que le jeu en vaut la chandelle. Pardon. Non, les Val. Oui. Non, alors on va se couper la parole. Quel regard vous avez aujourd'hui sur le cinéma français? C'est une vaste question, on n'a pas 3 heures, mais comment il a évolué ce cinéma? Je pense qu'il faut qu'on se fasse confiance. Devant il y a une moindre fréquentation, c'est pas niable. On a besoin de films qui emportent, qui font revenir en salle aussi bien les familles que les plus jeunes. Mais il faut se faire confiance parce qu'on a quand même le système qui est le seul peut-être au monde qui peut faire naître des talents puisqu'il donne des chances. Moi, j'aime pas beaucoup quand on dénigre en disant vous avez vu ils ont mis tant de pognon, ça a fait. C'est comme je vous entendais avant l'émission de parler de bouquins. C'est évident que tous les livres ne se vendent pas, mais si on n'édite pas le maximum de bouquins, il n'y aura pas de nouvelles pousses, il n'y aura pas de nouveaux talents. Donc je crois à la dynamique et à la force du cinéma français pour rester le plus productif possible. Il ne faut pas tout tourner, mais il faut tourner beaucoup pour qu'il y ait des nouveaux talents. Choses qui sortent. On va passer au studio de France. Et entre autres au studio de Paris. Vous allez nous raconter... Studio de Paris, Vous allez nous raconter ces fameux studios donc créés par Luc Besson et qui ont été rachetés par Tarak Ben Ammar. Et on va tout de suite passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Bon Valérie, hier, la machine à café, au repas de famille, au petit bar du coin, une seule discussion. T'as vu Sarkozy? Ah ouais, non. Alors, il y a des désaccords et de ceux qui n'étaient pas d'accord pour qu'il soit en prison. Comme hier chez Cyril Hanouna sur j'ai failli dire C8, sur W9, où Raymond a prévenu les hommes politiques, car pour lui, Nicolas Sarkozy en prison, ça crée un précédent pour les autres politiques. J'aurais voulu qu'on le mette en prison avec des preuves, en fait. J'aurais voulu qu'on dise, oui, effectivement, c'est prouvé. Il a détourné tant. Ça fait 10 ans qu'on bosse sur cette enquête. Pas qu'on le mette en prison juste pour un truc, pour dire association de malfaiteurs et qu'il ressorte dans 3 ou 4 semaines. C'est ça qui me dérange, moi, dans cette histoire-là. C'est ça qui... Après, tant mieux, en même temps. Parce que ça veut dire que tous les hommes politiques, maintenant, va falloir vous tenir tranquille. Parce que si lui, il a été, il faudra mettre tout le monde en prison maintenant. Il faudra plus dire les yeux dans les yeux, j'ai rien fait. Parce que tu vas aller en prison aussi, les yeux dans les yeux. Quels que soient les partis maintenant. Moi, je veux que tous les partis politiques, gauche, droite, tous, vous allez tous aller en prison. Ça, c'est une bonne chose pour les Français qui nous regardent. Ça veut dire que maintenant, si on a mis Nicolas Sarkozy en prison, qui est pas au-dessus des lois, qui est président de la République, si on l'a mis lui, faut mettre tout le monde maintenant. Le premier qui pique dans la caisse, le premier qui se comporte mal, casse prison. Il n'y a plus de oui, mais c'est un député, c'est un machin, c'est un ceci. Mais moi, ça m'embête.
J'aurais aimé à 19h50 mettre Canal+ et regarder les Guignols, voir ce qu'ils auraient fait de Nicolas Sarkozy en prison. Bah moi aussi évidemment. Le côté fou du roi qu'ils avaient et souvent l'acuité de leurs analyses. Elle ne pouvait pas convaincre pour un vote, comme on l'a dit, oui, les pommes ont sauvé Chirac, etc. Mais elles amenaient à réfléchir différemment. Elles étaient un Raymond quotidien, quoi. Mais c'est vrai que quand on voit revenir sur les réseaux sociaux des extraits des Guignols, c'est incroyablement gonflé. On se dit, mais ce serait pas possible aujourd'hui, ce qu'ils ont fait je me souviens à l'époque de Ben Laden, c'était très puissant et très peu politiquement correct pour le coup. Il y avait une liberté qu'il n'y a plus quand même aujourd'hui. Il y avait une liberté totale. On s'est engueulé souvent avec les auteurs et les meilleurs d'entre eux, les De Lépine, Gassio et Jean-François Alain. Avec De Greff, on s'engueulait souvent, mais toujours après. On laissait d'abord libre. Et je pense qu'ils se complétaient très très bien entre le conceptuel De Lépine, le dialoguiste Gassio et le scénariste Alain. Ça se complétait, ce qui fait qu'il y avait dans cette quotidienneté un vrai raisonnement qui se suivait. D'accord, pas d'accord. Ça amenait à gamberger et à rire. Les Guignols qui auraient pu aussi se moquer de ce qui s'est passé au Louvre après avoir dégluti donc son petit rouge, avec modération. L'autre sujet de discussion des Français dans les bars et restaurants, c'est le vol de bijoux au Louvre. Comment cela a pu-t-il se passer? Là aussi, chacun y va de son anecdote. Ils ont quand même retrouvé la couronne, et hier France 2 a détaillé les joyaux incroyables de cette couronne, c'est fou. Elle est sans doute abîmée, mais en partie sauvée, après avoir été retrouvée sur le chemin de fuite des voleurs. Trésor irremplaçable, la couronne d'Eugénie est la seule couronne de souveraine française encore existante. Avec ses 1354 diamants, ses émeraudes, ses aigles d'or, elle incarne toute la virtuosité de la haute joaillerie française, époque Napoléon III. C'est un objet qui parle tout seul. Elle est d'une valeur symbolique, historique, beaucoup plus importante que ce qu'on peut imaginer dans les matières premières la composant. Car voilà sur quoi historiens et experts s'accordent ce soir. En ciblant la galerie Apollon, c'est une partie de l'histoire de France qui s'efface. Vous qui aimez les objets, ça doit vous toucher. Oui, ça me touche parce que les objets, au-delà de l'aspect patrimonial, ils ont une vie. Ils ont une vie dans nos imaginaires, dans notre histoire, dans celle de nos parents, de notre pays et du monde. Donc récemment, je me suis fait voler une petite collection, une grosse collection de boîtes d'allumettes américaines, qui sont toutes les allumettes sont peintes. Chaque allumette est peinte. Donc, si vous avez une pochette d'allumettes pour un écaillé, vous avez une écrevisse qui est peinte sur chaque allumette. On me l'a piqué, ça a pas de valeur marchande. Ça en a, en tout cas, sentimentale du collectionneur. Et sa disparition, c'est un bout d'histoire. Bien sûr. Dans votre collection, la chose qui vous touche le plus, que vous avez plein d'objets, vous avez même présenté une émission qui s'appelait Back It sur Canal Jimmy, sur les objets. Quel objet Moi, les objets d'une manière générale, parce que j'en avais énormément, même si j'en ai vendu beaucoup depuis, mais c'était tous ces postes de radio et ces objets ménagers des années 40 qui ont connu la révolution du design accessible à tous, avec ce fameux bouquin de Raymond Loewy, le designer américain qui a dessiné la boîte de Coca, qui a dessiné des réfrigérateurs, les premières locomotives, etc. Il avait fait un bouquin qui s'appelait, et qui vient d'être réédité, je crois, La laideur se vend mal. Ce qu'il voulait dire, c'est, même si vous avez un budget modeste, vous avez le droit d'avoir chez vous des choses belles. Et donc, tous ces objets de ces époques me fascinent. Dans C'est à vous, vous nous racontez évidemment souvent les histoires des Bob Dylan, Bowie et autres. Bowie surtout, Gilles. Oui, je suis fan. Moi, je vais parler donc aux spécialistes de la musique avec un phénomène qui s'appelle Taylor Swift. Il y a quelques semaines, elle a sorti son nouvel album qui, dès le premier jour, a rapporté des millions de dollars. Il y a eu aussi un documentaire. En une journée, ça a rapporté 33 millions de dollars aux États-Unis. Le phénomène Taylor Swift, c'était raconté par le 20h de France 2. C'était il y a une dizaine de jours. J'attendais que Pierre vienne pour passer ce sujet. Taylor Swift, la tête dans les records. Un
retour tout en paillettes et en froufrou. Son 12e album est déjà celui de tous les superlatifs. Le plus écouté de l'année dès le jour de sa sortie. 2 700 000 exemplaires vendus aux États-Unis. Et ce n'est pas fini. Partout dans le monde, ses fans exultent à l'écoute des morceaux. Tenu secret jusqu'au tout dernier moment. Une sortie d'album parfaitement préparée. Des annonces au compte-gouttes pour faire monter l'impatience. Une stratégie de communication poussée jusque sur grand écran. Vous êtes Taylor Swift, Valérie? Pas trop, non. Oh là là. Pierre? Pas totalement. Il est parfait, cet album. Oui. Mais il n'est pas plus que parfait. Non. Ah, on est d'accord? Un album plus que parfait pour vous? Non, mais je veux dire, il restera pas dans les mémoires. Mais vous, votre album plus que parfait? Oh, peut-être le premier 33 tours 25 cm de Presley, parce qu'il écrit l'histoire est déjà écrite. Ouais, pas mal. Alors moi, je vais vous emmener toujours sur la musique. À Canal+, on en a parlé, il y avait le décalage, l'ironie, qui a toujours été l'apanage de la chaîne à péage. Oui. Je vous propose d'écouter la version du Zizi de Pierre Perret. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous l'avez pas entendu, ça? Vous laissez le son aller jusqu'au bout, jusqu'au refrain en tout cas, par les goguettes. Tout, vous saurez tout sur Sarkozy. Écoutez. Tous, on est tous derrière Sarkozy. Comment des juges ont-ils pu oser, te mettre en prison à la santé, infliger ce déshonneur pour association malfaiteur. En plus, moi je connais très peu Guéant et Hortefeux. La justice est devenue scélérate. C'est la dictature de Mediapart. Tous, on est tous derrière Sarkozy. Henri Hénaud et Pascal Pro. Christine Kelly et Estrosi. Le JDD, Éric Brunet. C'est nul, Le Point et Europe 1. Tous, on est tous derrière Sarkozy. Ça fait du bien l'ironie. Hein. Ah bah oui, ça fait du bien. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le second degré. Donc voilà, des goguettes qui seront, j'ai noté, à Bobino du 9 mars au 27, c'est sur leur Instagram, 27 avril 2026, et vous pouvez aller voir également en tournée en France sur le site goguette.fr. Vous pourrez les recevoir, c'est presque du média. Mais je trouve que l'ironie fait du bien, et ce qui manque, au-delà des guignols, il y a trop souvent maintenant, on est offusqué. C'est-à-dire que les grands débats, que ce soit sur certaines chaînes ou sur les réseaux, tout le monde est offusqué. Et putain, recule de 2 pas et vas-y dans l'ironie, ce sera aussi fort. Le titre du livre de Caroline Four reste Génération offensée. On est offensé par la moindre des choses. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous, Pierre Lescure. On va parler cinéma, on va parler de ces studios de Paris dont vous êtes l'ambassadeur. Très chic. Vous n'êtes pas venu avec les petits crochets. Bien là. Sud Radio Média, Valérie Expert. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Pierre Lescure. Évidemment, son nom, vous le connaissez, ancien patron de Canal+. On vous voit également tous les soirs dans C'est à vous. Vous vous amusez auprès d'Anne-Elisabeth Lemoine. Enfin, vous vous amusez, vous faites une chronique qui demande beaucoup de travail. Énormément de travail. et puis, donc vous avez accepté... Mais c'est du plaisir. Ben oui, on le sent. Vous avez accepté d'être l'ambassadeur des studios de Paris. Alors, les studios de Paris sont des studios qui se trouvent à Saint-Ouen, c'est ça? À Saint-Denis. À Saint-Denis. Saint-Denis, qui étaient les anciens studios qu'avait construit Luc Besson, qui ont été rachetés par Tarek Benhamar, qui est un producteur de talent. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire dans cette, pas galère, mais dans cette aventure? C'est une belle aventure parce que c'est un très bel outil. D'abord, il a été conçu par un homme qui a tourné sous toutes les latitudes, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Donc, il a travaillé pour que ces studios soient totalement faits pour les réalisateurs de quelque horizon qu'ils viennent. Il y a plus de 15 000 mètres carrés en 9 plateaux, dont un magnifique plateau de 2000 mètres carrés, et puis les autres se déclinent. Et j'avais l'impression de me retrouver à Universal, puisque vous l'évoquiez. Vous avez la Cité du Cinéma, cette structure très eiffelienne. Et puis, à côté, vous avez une allée et les 9 plateaux qui s'enchaînent. Il y a des ateliers de menuiserie, il y a des ateliers de peinture, il y a évidemment de la post-production. Tous les outils sont là. Mais c'est vrai que, au-delà des ennuis financiers de Luc qui ont un peu ralenti l'activité, il y avait aussi le fait que dans cette partie de Saint-Denis, c'était un peu isolé et un peu au milieu de nulle part.
Mais entre-temps, il y a eu les Jeux Olympiques. Et s'est construit toute une petite cité d'immeubles assez jolis d'ailleurs, assez complémentaires les uns des autres, pas très hauts, mais qui sont depuis loués et vendus. Donc il y a des commerces, il y a de la restauration, il y a même des bâtiments qui dépendent du ministère de l'Intérieur qui sont installés à côté. Tout ça est sécurisé. Puis il y a eu les travaux du Grand Paris. La France fait pas les choses à moitié. Ouais. Donc c'est accessible. Coup, c'est accessible en une demi-heure. Vous êtes en même temps à un quart d'heure du Bourget et à une demi-heure de Roissy. Ce qui fait que pour des étrangers, venir à Paris, c'était un peu compliqué parce que vous devez aller à Briques, qui sont des très très beaux studios. C'est les concurrents des studios de Paris, mais c'est des très beaux studios aussi. Mais c'est un peu loin. Vous pouvez aller à Budapest parce qu'il y a plus d'accords financiers. Mais Budapest, ça, c'est très beau quand on est un amoureux. Passer 6 à 8 semaines à Budapest, on a plus envie d'être à Paris. Je pense qu'il y a une attractivité, une séduction de Paris et puis de ce pays de cinéma qui fait que il doit être. Et ça va être votre rôle, donc C'est mon rôle de convaincre aussi bien les Français, les Européens que Cinecittà, c'est historique, c'est émouvant, c'est pas tout neuf, et que Pinewood, les grands studios et magnifiques studios anglais, il faut 1h30 pour y aller. Donc franchement, engagez-vous. Vous avez des arguments. Vous avez des arguments. Vous avez gardé des contacts. Enfin, vous avez été le patron aussi du Festival de Cannes. Donc j'imagine que vous avez des contacts privilégiés avec. J'en ai pas mal. Et Tarak en a beaucoup aussi. Donc on va faire vraiment le tour des studios. Au-delà de Paris, quels sont les autres avantages? C'est-à-dire, est-ce que par exemple à Cinecittà, ils ont changé, ils ont des studios aussi sur la technologie avec des écrans LED pour faire du fond vert, etc. Est-ce que toute cette technologie-là existe dans nos studios en France? Elle existe, on peut l'upgrader, on peut l'améliorer. Il y a encore du boulot à faire, on le sait avec Tarak pour dans cette direction-là. Mais en même temps, il faut profiter de cet outil qui est pour continuer à tourner avec des vrais décors. Zemeckis vient de tourner un film pour Netflix où il a reconstitué le Ritz et aussi bien les plus grandes suites que la grande salle de restaurant. C'était dans le grand plateau et c'était magnifique. On n'était pas en fond vert. Les comédiens étaient vachement heureux de travailler dans ce décor. C'était pas c'est Retour vers le futur. Voilà. Alors un auditeur nous demande, c'était pas prévu pour être une école de cinéma, ces studios? Il y a une école de cinéma à côté, dans la cité du cinéma, il y a l'école Lumière qui demeure et qui va continuer. D'accord. Quels sont les films qui se tournent actuellement dans ces studios ou qui vont bientôt arriver? En ce moment, il y a un film qui s'appelle Forti qui va être dont une scène très importante va être tournée. Ça n'avait pas vraiment beaucoup repris depuis les Jeux parce qu'il y a eu tout le réaménagement du secteur. Et là, Tarak m'a appelé juste pendant l'été parce que ça y est, on pouvait réattaquer. Donc on réattaque et le programme va être assez chargé. La télé aussi, il y aura des fictions qui pourront être tournées. Des fictions, des séries, il y a pas mal d'émissions et de choses qui arrivent. Qui arrivent dans ces studios. Et justement, est-ce que Netflix ou Prime Video n'ont pas un peu remplacé le cinéma ? Est-ce qu'ils n'ont pas plus de moyens que notre cinéma ? Et est-ce qu'ils ne sont pas plus originaux dans leur scénario ? Je pense que jusqu'à fin 2024, j'étais d'accord avec vous. Il y avait une profusion et une multiplication de séries et de films sur Netflix, Prime et les autres qui nous attiraient. Je pense qu'on arrive devant le Gulf Stream qu'ils ont initié. Il y a un moment où, malgré toutes les IA du monde, c'est un peu répétitif et il y a moins de qualité unique. Alors, j'étais chercher une petite archive. Vous avez été souvent invité par Thierry Ardisson, qui aimait bien vous taquiner. Et alors là, il vous a fait un questionnaire, je ne sais pas si vous vous souvenez, assez original, qui s'appelle le répondeur. Il vous dit le nom d'une personnalité, vous devez lui laisser un message. C'est génial. Bonjour, vous êtes sur la messagerie d'Alain de Grève. Vous pouvez laisser un message après le bip sonore, c'est à vous. Quand est-ce que tu remontes à Paris? Bonjour, vous êtes sur la messagerie de Steven Spielberg. Veuillez laisser un message après le bip sonore, c'est à vous. J'espère vous voir en juillet, puisque l'autre jour on s'est croisés à Paris. Il m'a dit qu'il venait tourner en juillet et qu'on se verra à ce moment-là. Bonjour, vous êtes sur la messagerie d'Antoine Decaune. Vous pouvez laisser un message après le bip sonore, c'est à vous. Quand tu reviens de Trouville, arrête-toi à Paris. Bonjour, vous êtes sur la messagerie de Patrick Lelay. Vous pouvez laisser un message après le bip sonore, c'est à vous. Je me demande pourquoi j'ai fait votre numéro. J'ai pas grand-chose à vous dire. Bonjour, vous êtes sur la messagerie de Pierre Lescure. Vous pouvez laisser un message après le bip sonore, c'est à vous. Toujours mégalo, mon gars. Vous êtes mégalo? J'espère que non.
J'espère que non. Je vous sens ému d'avoir entendu tous ces noms de Canal+, de Greff, de Cône. Non, puis j'ai la nostalgie des répondeurs. Ouais. J'aimais bien ça, moi. D'entendre la voix de la personne, lui répondre, lui laisser un message. Là, je suis pas mégalo, mais je peux être un peu nostalgio. Nostalgio, c'est parce qu'on laisse plus de messages aujourd'hui, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous fait courir, vous fait avancer? C'est vraiment la gourmandise et la curiosité. Ouais. Dès lors que ce matin, je sais qu'on va se retrouver, que j'avais eu Gilles au téléphone, je sais qu'il est passionné de tout. Ouais. Ça me faisait plaisir de vous retrouver, d'être à la radio, parce que la radio, il y a quelque chose de physique, il y a quelque chose. On en parlait tout à l'heure. Vous avez commencé comme ça? J'ai commencé comme ça et je dis toujours oui à une proposition de radio juste pour passer et évoquer quelques sujets parce qu'on en sort toujours tonique de la radio. Qu'est-ce que vous vouliez faire? Ce qui n'est pas toujours le cas à la télé. Non, ça c'est sûr. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit? Je voulais être journaliste. Ah oui, déjà c'était... Parce qu'en fait, mon père était communiste et travaillait à l'UMA, mais à l'époque, le PC faisait 25% et l'UMA tirait à 600 000, ce qui fait que le gamin que j'étais, j'allais à l'UMA en face du Rex, il y avait des rotatives énormes, il y avait 250 journalistes, je lisais les pages de boxe de Pif le chien et les sports et la culture, et c'était vachement bien, ça me donnait envie d'être journaliste. Bah oui. Et votre première télé, c'était quand? Ma première télé, j'ai fait un 23 heures. Ah, ma première télé, c'est avec Albert Resner. J'étais à l'école de journalisme, mais on m'a fait passer à Âge tendre et tête de bois. C'est vrai? Et vous avez fait quoi? Et j'ai interviewé Gigliola Cinquetti, qui chantait Nonoletta. Oui, absolument. Et puis on s'en est un peu parlé, il y a eu une chaîne aussi incroyable qui s'appelle Canal Jimmy, où il y avait des séries incroyables comme Seinfeld et autres, et vous aviez votre émission qui s'appelait Back Elite, et là vous retourniez sur votre chaise et vous parliez d'un objet mystérieux. Ouais. Je vais vous montrer aujourd'hui un objet. C'est long, ça ressemble à un obus, mais d'une guerre visiblement d'opérette, où les obus ont de belles couleurs, même si celle-ci est un peu écaillée. Ça peut être une fusée, un bout de fusée, enfin bref, quand on le voit, cet objet oblong, je crois que c'est le terme adéquat, on se demande ce que c'est. Alors pour vous mettre un peu sur la voie, moi j'ai mis du temps à comprendre ce que j'avais acheté. Vous savez ce que c'est, ce dont vous parlez? C'était un shaker, non? Non, pas du tout. C'est long comme une fusée, et en fait c'était la seule boîte mécanique qu'on pouvait ouvrir, c'était une boîte à outils. Ah, la boîte à outils. Ah oui. Ouais, c'était la boîte à outils en forme de fusée. Ça, pour nos éditeurs, ça ressemblait à la fusée de Tintin, en fait. Exactement. Et dedans, c'était une boîte à outils et ça vous fascinait cet objet qui n'était pas très pratique pour les bricoleurs. Pas très pratique, mais comme j'étais pas bricoleur du tout, c'était pas grave. C'était tout à fait bien. Pierre Lescure, on vous aurait bien gardé plus longtemps, en tout cas un journaliste. Vous définissez toujours comme journaliste ou pas? Ah ben c'est la base. C'est la base. Oui. Journaliste, un homme libre, un homme qui a traversé les décennies. Les décennies, c'est pas ce que je voulais dire, mais en tout cas, vous avez fait beaucoup de choses et la vie continue avec cette nouvelle aventure. Ambassadeur, absolument, l'ambassadeur des studios de Paris. Perico. Bonjour Valérie. Bonjour à vous. Bonjour Gilles. Merci d'être avec nous. Donc, ça va être moins drôle qu'avec on vous retrouve dans un instant. Oui, vous allez parler de quoi? On est dans le débat du budget. Je vais voir avec l'économiste Marc Toiti si on peut trouver intelligemment et pas idéologiquement de l'argent pour enflouer les caisses vous de savez l'État. qu'il est au budget quand même. Ah bien sûr, bien sûr. Attention, bien sûr. Il y a Frangin qui est là. Ensuite, on va disserter sur décalage et suspension, les deux mamelles de la nouvelle Macronie. On ira voir quand même le canon français. Pourquoi est-ce que le saucisson Paris beurre et coup de rouge est devenu fascisant? Et puis je recevrai alors le terrible Éric Nolot et je verrai avec lui pourquoi la gauche est devenue à ce point toxique. Alors, il y aura des sujets sensibles, c'est des terrains glissants. 0826 300 300, prévenez toute la famille de 13h à 14h, ça va parler. 12h à 14h. Oui, mais j'ai là Éric Nolot, 13h à 14h. Éric Nolot, ça va remuer. Mais 13h, 14h, on va dire des choses qu'on n'a jamais entendues sur les antennes de la République française. Éric Nolot, que Pierre Lescure connaît bien, parce que vous êtes passé par Paris Première, où il a été c'est ensemble dans sa balance. Merci, à tout de suite, donc avec Perico Légas. Sud Radio Média, Valérie